Bonjour à tous et à toutes. On va changer passablement de registre parce qu'on va vous aborder davantage dans le monde du management avec la question du leadership. Donc là, c'est bon, évidemment, on va toucher les enjeux de pouvoir, mais on va essayer d'aborder la question du leadership avec un angle. Moi, je vais un petit peu mettre la table sur le contexte pour que vous compreniez bien les enjeux qui touchent ce concept et comment ça retombe dans les milieux scolaires et surtout au niveau justement des politiques et de la question de la collaboration. Donc, je vais essayer de mettre un petit peu la table avant de laisser la place à Frédéric pour aborder la question du leadership dans une perspective plus distribuée sur le plan conceptuel. Alors, on va parler des définitions. On veut thématiser un peu plus la question de la responsabilité des acteurs de l'éducation en termes de management et aussi des enseignants qui subissent le contre-coup des politiques éducatives, tout comme les gestionnaires, évidemment. On poursuit la réflexion avec vous sur la question de la collaboration, mais dans une perspective où le leadership est davantage entendu comme un phénomène social comme la conception plus traditionnelle du gestionnaire en position de pouvoir qui finalement mène ou motive les collaborateurs vers une vision. Alors, c'est un peu ce qu'on va essayer de démontrer. Puis, on veut revoir un peu plus à mi-chemin dans la présentation davantage les fondements d'une perspective plus distribuée du leadership. Donc, comment le comprendre dans une perspective, on va dire, pour poursuivre les thèmes un peu de démocratisation ou de donner du pouvoir aux acteurs en milieu scolaire. Une approche du leadership distribué, comme Frédéric va le dire tout à l'heure, qui s'approche davantage des théories de l'activité dans ce courant francophone de l'analyse du travail. Alors, les trois éléments qu'on va aborder aujourd'hui, moi je vais vous aborder un petit peu sur des textes officiels, une petite analyse des textes officiels de la collaboration, pour voir comment la collaboration est prescrite à travers les différents textes. Une petite discussion critique sur le leadership dit collaboratif, parce qu'on emploie toutes sortes de termes. Puis après ça, Frédéric viendra vous aborder la question distribuée du leadership. Alors, d'abord, il y a une invitation à la participation qui est assez claire. On met en place des mesures pour inviter les acteurs de l'éducation à participer collectivement aux décisions. Alors, en soi, c'est très positif. En même temps, c'est une injonction à collaborer on l'a vu depuis à peu près le tournant du 21e siècle, des approches de communautés d'apprentissage professionnel, des communautés de pratique professionnelle, où on met en place des structures pour favoriser la collaboration en milieu scolaire. En même temps, la question de la verticalité de la prise de décision demeure assez centrale, même si on met en place des mécanismes ou des procédures pour favoriser la collaboration, les décisions demeurent du haut vers le bas, puis ça se maintient. Alors, il y a une espèce de difficulté à réussir finalement à favoriser une réelle collaboration qui partirait à la fois du bottom-up et du top-down dans le jargon du management. Puis, je vais un peu en faire la démonstration à travers quelques exemples que j'ai choisis de la région de Montréal dans les textes officiels. D'abord, dans la loi sur l'instruction publique. Alors, on voit assez clairement dans les obligations des enseignants, le devoir de collaborer. Alors, il est du devoir de l'enseignant, donc une obligation de collaborer, d'abord à apprendre, donc on ne peut pas le faire tout seul, c'est pas seulement collaborer avec les élèves, mais c'est avec ses collègues aussi. De collaborer aussi dans l'accompagnement des plus jeunes enseignants. Donc, les enseignants plus expérimentés doivent aussi collaborer à favoriser finalement l'accompagnement des jeunes en début de carrière. Je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui avec la pénurie et les difficultés qu'on a. On voit la même chose au niveau des rôles et fonctions des directions d'établissement. Alors, sans le dire de façon très explicite, là, vous le voyez, là, le projet éducatif doit être déterminé en collaboration avec la commission scolaire, donc il y a une collaboration avec le haut, et doit collaborer aussi avec tous les acteurs impliqués. Alors, vous le voyez un peu plus bas, là, avec les élèves, avec les parents, alors, il y a aussi une espèce d'obligation de collaboration qu'on retrouve qui traverse la loi sur l'instruction publique.
Ensuite, je suis allé voir un petit peu dans les nouveaux plans d'engagement vers la réussite. On peut saluer un peu l'espèce de cohérence de notre ancien ministre de l'Éducation, qui a essayé de mettre tout ça ensemble là, pour que toutes les écoles fassent la même chose, puis qu'on produise plus des plans stratégiques, là, mais des plans d'engagement vers la réussite, où il y avait le projet éducatif, une convention de gestion, ensuite qui devait être arrimée avec une planification stratégique de la commission scolaire. Maintenant, c'est un plan d'engagement vers la réussite qu'en juillet, toutes les écoles du Québec doivent avoir maintenant. Donc, pour la première fois, tout le monde est aligné exactement de la même façon, avec la même structure, la même façon de faire. Et je suis allé voir les 3 principales commissions scolaires sur l'île de Montréal, donc les plus grandes commissions scolaires à peu près du Québec. Puis on le voit, là, l'enjeu de la collaboration. Dans la deuxième orientation de la commission scolaire de la pointe de l'île, s'assurer de la collaboration. Donc, s'assurer de la collaboration de tout le personnel. Le premier des 3 axes dans le plan d'engagement vers la réussite de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, le premier, c'est l'approche collaborative. La 3e orientation de la commission scolaire de Montréal, encore on le voit aussi, mais davantage orientée vers la responsabilité du gestionnaire. Exercer une gestion éthique collaborative et efficiente. Donc on voit que la collaboration traverse finalement tous les plans d'engagement des différentes commissions scolaires. Puis j'ai regardé la plus grosse commission scolaire du Québec pour voir comment ça se traduit plus concrètement dans leurs documents. Puis je suis allé voir le nombre finalement de références dans leur plan d'engagement vers la réussite. On nomme 19 fois collaborer, 15 fois collaboration, collaborative 7 fois, collaborative avec un 6 fois, collaborateur avec un 6. Alors, ça traverse le document au complet de la question de la collaboration. Alors, c'est pas pour rien qu'on en parle beaucoup. Puis, je suis allé voir aussi chez les directions d'établissement dans ce qui est attendu en termes de compétences. Puis, dans la commission scolaire de Montréal, qui s'est inspirée du référentiel de compétences qui a été développé par le ministère de l'Éducation en 2008 aussi. On voit qu'il y a 7 compétences, là, mais 4 des 7 compétences, il y a la question de la collaboration dans les principales manifestations attendues. Donc, établir des relations de collaboration au sein de son équipe. Donc, la direction doit faire ça. En tout cas, on s'attend qu'elle ait cette compétence. Et dans la compétence 7, encadrer le personnel, instaure un climat de collaboration. Donc, on est encore là, dans cet enjeu de collaboration. Alors, on voit que c'est assez important. Puis quand on regarde un peu la recherche, davantage la perspective des chercheurs, on voit bien certaines citations qu'on a trouvées assez intéressantes avec Frédéric, entre autres. Je pense que M. Roche l'a mentionné tout à l'heure, on confond des fois où on n'utilise pas nécessairement la même terminologie entre coopération et collaboration. Mais on peut prendre ici le terme collaboration. Ne peut être prescrite quand elle consiste justement à ajuster ce qui est au-delà de la prescription. On voit bien que là, la distinction importante d'imposer ou de créer une injonction de la collaboration. Les travaux de Corriveau aussi sur le travailler ensemble en milieu scolaire montrent que c'est à travers des liens beaucoup plus informels que se tissent les vraies relations de collaboration qu'à travers une prescription plus formelle par des structures de collaboration. Puis vous avez Fontinier aussi qui cite de façon assez intéressante aussi comment on est rendu dans une logique d'organisation qui tend à forcer davantage la collaboration que reconnaître vraiment que des professionnels sont en œuvre et sont capables de collaborer pour faire avancer les différents enjeux de la mission de l'école. Alors, on assiste un peu à la même chose dans le passage de la recherche au niveau des travaux de recherche sur le leadership. Je n'entrerai pas maintenant dans des définitions de leadership, parce qu'il y en a des centaines. C'est un peu comme, Bénis disait, un peu comme la beauté. Là. Tout le monde sait c'est quoi la beauté, mais on n'arrive jamais à la même définition. Le leadership, c'est la même chose. Mais on a assisté depuis quelques années vraiment à un changement de perspective et ultimement de paradigme aussi. Là, Frédéric fera le passage plus dans une perspective de changement de paradigme, mais de perspective où on regarde moins maintenant, avec ces enjeux de collaboration, le leader. Puis on regarde davantage la question d'un leadership qui serait plus collectif, collaboratif, partagé. Donc il y a un petit peu une bascule. Puis on le voit dans ce que nous a proposé comme analyse Lumby au niveau des principales tendances de la recherche des dernières années. Peut-être que vous ne le voyez pas super bien ici, mais ici on voit le leadership, différentes conceptions, là, authentique, éthique, transformationnelle, transactionnelle, collégiale et distribuée.
Puis on voit que la notion du leadership distribué, qui est la bleue, est beaucoup plus importante dans la recherche qui a été effectuée. Puis on s'interroge ici pour savoir si c'est vraiment du leadership distribué, comme c'est initialement proposé par les auteurs du concept d'une distribution des pouvoirs en jeu dans l'organisation, plutôt que comme une prescription du partage des tâches, comme du leadership partagé, comme du leadership collaboratif. On voit qu'il y a des conceptions qui divergent à ce niveau. Alors, puis on le voit maintenant par des travaux de Hollinger et Eck, entre autres, qui font d'ailleurs cette mention. Il y a eu beaucoup de distinctions dans le leadership distribué, le leadership partagé, le leadership collaboratif. Mais malgré ces distinctions, nous, on va prendre le leadership collaboratif, et voici ce qu'on vous propose. Donc, on continue à entretenir finalement une méconception des différentes façons de voir le leadership dans sa perspective collective ou distribuée. Alors, j'y vais assez rapidement, mais subtilement, le leadership collaboratif est finalement un leadership centré sur des actions du bas vers le haut, du haut vers le bas. Par exemple, si on prend les travaux de Slater, c'est vraiment le leadership pour la collaboration. Puis on voit bien ici que ce qu'on identifie, c'est des compétences attendues chez la direction d'établissement pour favoriser la collaboration au sein de son milieu. Même chose dans le modèle de DeWitt, qui s'est inspiré des travaux de Hattie, qui a la plus grande base de données sur les écoles efficaces au monde, qui a fait une multitude de méta-analyses pour arriver finalement à des meilleures pratiques qui permettent de rejoindre la mission de l'école, donc la réussite du plus grand nombre. Et puis ce qu'on constate, c'est que finalement, on essaie de prescrire en quelque sorte les meilleures pratiques pour favoriser la collaboration. Puis ça relève finalement de l'approche plus positiviste qui tend à dire comment faire pour réussir la collaboration. Alors c'est un peu des enjeux, des modèles de leadership collaboratif. Alors dans les faits, les écrits tendent davantage à montrer un leadership collaboratif qui est normatif, surtout centré sur les meilleures pratiques. Difficilement on peut sortir de cette normalisation ou ces attendus en termes de pratiques attendues. Avec Frédéric, depuis des années, on travaille sur la formation des directions d'établissement, puis on cherche, nous, à trouver une façon de mieux comprendre ou d'outiller pour... Alors, comment réussir à sortir de cette lornière un peu prescriptif? Puis on pense que la conception du leadership distribué est une avenue prometteuse. Je vais laisser la parole à Frédéric, prendre le relais pour la suite des choses. Voilà, je vais faire très court. La problématique finalement qu'on travaille là, c'est de quoi la collaboration est-elle le nom? Qu'est-ce qu'elle désigne? Et puis évidemment, dans notre tracé manuel, on parle d'un leadership de collaboration, mais aussi de participation. Comment on fait participer et comment on implique les professionnels dans quelque chose qui a été construit à l'avance, dans une partition qui est écrite, qu'il faut animer. Comment on manipule le monde pour qu'il rentre dans les bons sillons. Voilà. Alors, du coup, c'est vrai que par rapport à cette mission-là, d'utiliser les professionnels pour animer des plans de réussite, des projets éducatifs, des planifications, il y a toute une ribambelle d'adjectifs partagés, collégial, participatif, coopératif, démocratique. Juste en clin d'œil, si vous demandez à n'importe quelle direction, en tout cas en Suisse, quel type de leadership vous incarnez, il va vous répondre participatif. Mais on revient au même, participatif, collaboratif. Évidemment, je ne peux pas faire autrement, parce que c'est pas entendable que je sois un leader autocrate. Mais en fait, quand ensuite on les pousse un peu dans le retranchement et qu'on essaye de développer un peu la réponse, on se rend compte qu'en fait ils sont pris dans des contradictions et qu'au bout du compte, ils imposent leur opinion. Et donc on n'est pas du tout dans quelque chose de participatif et démocratique. Voilà. Donc il y a comme une contradiction qui est vécue et un écart entre ce qu'ils sont amenés à faire et comment ils le formulent de façon explicite. Alors voilà, donc on s'est demandé dans toutes ces possibilités-là, il y a une étiquette qui existe, ça s'appelle le leadership distribué, comme l'a montré Emmanuel, c'est pas récent, hein, ça fait une vingtaine d'années qu'on en parle. Et puis, c'est un thème qui a été très galvaudé parce qu'il devient synonyme de beaucoup de formes de leadership. Participatif, collaboratif, c'est ce que fait Eck,
Ellinger. Scherens aussi dans une méta-analyse, mais considère que le leadership distribué est une partie du leadership transformationnel, tourné vers la motivation, et donc on ne sait plus de quoi il en retourne. Le travail qu'on a essayé de faire avec Emmanuel, c'est de revenir finalement au fondement et de voir comment cette histoire a été détournée, récupérée par quelque chose de normatif. D'où cette alternance qu'on a, cette ambivalence entre leadership collaboratif et leadership collaboratif à un autre sens, qui pourrait être celui du leadership distribué. Donc c'est cette opposition-là qu'on essaie d'orchestrer. Alors, il me semble que l'idée de base, elle est assez simple, et puis elle est résumée par Leitwood, qui n'est pas du tout dans ce courant-là, mais je pense que c'est un bon interprète, qui considère que, finalement, quand on regarde ce qui se fait dans une organisation, eh bien, il y a des leaders formels et informels, et que le phénomène de leadership, il est organisationnel. La motivation, elle peut être portée par d'autres personnes que par le directeur. La prise de décision, elle peut être amenée, étayée par d'autres personnes. L'information qu'on distribue aussi. Parfait, merci. Qu'on distribue et qu'on communique, qu'on partage, elle peut émaner d'autres personnes que la ligne hiérarchique. Donc ce déplacement-là, c'est-à-dire qu'on change d'unité d'analyse. On ne va pas regarder le leadership par l'individu, par le leader, par le directeur, la directrice, mais au niveau de l'organisation. Donc c'est assez simple, Et en même temps, c'est comme une révolution parce qu'on a toujours pensé au leader comme le héros, celui qui allait transformer la situation. L'homme providentiel. On a besoin d'un leader. On a besoin d'un maître pour nous dire ce qu'on doit faire. C'est tellement rassurant. Voilà. Donc il y a ce travers un peu dont on essaie de se débarrasser en disant, mais finalement, est-ce que c'est pas au niveau de l'organisation qu'on doit retrouver des traces de ce qu'on appellerait un leadership? On devrait se débarrasser du mot leader, mais qu'est-ce que c'est le leadership? Voilà, bien sûr. Sinon, c'est malheureusement ce que fait un peu Spillane, c'est qu'il incarne ce courant de leadership distribué, mais reproduit la distinction entre leader et suiveur. Et à ce moment-là, il est pris par des choses qui sont un peu compliquées. Alors, pour aller au bout, eh bien, c'est ce que disait Emmanuel, l'origine depuis 2000-2001, dans la tête de Spillane, c'est la référence à Hutchins et à la cognition distribuée, bien évidemment. Si on parle de leadership distribué, c'est une application de la cognition distribuée dans les organisations. C'est une référence qui ensuite s'efface, bizarrement. Enfin, on peut l'expliquer. Mais dans les premiers textes, on parle de Leontief, de l'activité. Peter Brown parle aussi de chart, de Engelström, pour essayer d'avoir une grille d'analyse qui permet de comprendre ce que c'est la distribution Alors, le leadership distribué, peut-être, une petite parenthèse, je pense qu'il y a un souci sémantique, c'est parce qu'on va parler de distribution du pouvoir, et très vite on va dire leadership distribué, c'est la distribution du pouvoir. Distribution du pouvoir, c'est un pouvoir de délégation. On va déléguer. Et du coup, on revient sur quelque chose de participatif. Comment je donne une tâche à quelqu'un qui va s'inscrire dans quelque chose que moi, je vois la big map, et je vais faire en sorte qu'il aille dans la même direction. Donc peut-être que l'expression même est mal choisie. Pourtant, si on regarde les travaux de Hutchins, ils sont assez clairs. Je vais juste prendre, voilà, faire tout défiler, ça sera plus simple. Mais l'exemple, à mon avis, prototypique qui est classique, c'est le pilote et son cockpit. Si on regarde qui pilote, le pilote, bien évidemment. Mais en même temps, si on regarde les opérations cognitives qui sont réalisées, il y a autant d'opérations cognitives qui sont faites par le cockpit avec les instruments de bord que par le pilote. Voilà. Et donc si on veut analyser le système cognitif, on fait sauter la distinction entre le pilote humain et le non-humain, les artefacts, et on considère que tout est porté et tout se soutient mutuellement. Et bien si on transpose ça dans une organisation, c'est la même chose. Le pilote n'est pas le pilote. En fait, c'est l'organisation qui est pilotée par une sorte d'autonomie, par une prise de position de chacun, qui peut être évidemment en résistance ou bien en accompagnement. Alors du coup, ça suppose, je ne voudrais pas trop dépasser, qu'on pense l'organisation comme un système finalisé. Autant le cockpit et le pilote, on voit bien qu'il y a un intérêt commun de ne pas s'écraser. Dans la conduite des navires, c'est exactement la même chose. Dans le milieu scolaire, est-ce que les intérêts sont conjoints? Est-ce qu'on a la même finalité? Est-ce qu'on vise le même but? Est-ce qu'on parle d'un système ou de microsystèmes qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts, qui rentrent en confrontation? Et donc peut-être que la métaphore ou la transposition de la cognition distribuée à le leadership distribué atteint ses limites à ce moment-là, puisqu'on ne parle pas d'un système au même sens. Voilà, il y a des rapports de pouvoir qu'on ne peut pas effacer. Voilà, donc cette transposition, on peut la questionner. Alors, je vais terminer peut-être là-dessus, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, Emmanuel et moi, et puis je pense que d'autres. C'est que finalement, ce phénomène de leadership distribué, il n'est pas prescriptif. On se rend compte, chaque année, dans les formations qu'on offre,
que les directeurs, directrices témoignent de formes de leadership distribué. En disant, il y a quelqu'un qui est venu avec une idée, avec un projet innovant, il a suggéré, et en même temps, il a contribué à changer l'école, à faire du développement organisationnel. Donc l'initiative n'est pas venue de la hiérarchie, mais des personnes qui avaient conscience de ce qui se passait, qui ont fait un diagnostic, qui avaient l'information, la volonté, et qui ont été des leaders à leur tour. Voilà. Donc ça, on le constate. Par contre, ce qu'on ne constate pas, c'est des dynamiques collectives. Comment l'ensemble de l'équipe s'empare de cette volonté, de ce désir de transformer les pratiques pédagogiques, l'accompagnement des élèves. Donc on a des initiatives qui sont isolées, qui nous sont rapportées, et puis ça ne passe pas, mais je pense qu'on pourrait transposer ça avec les démarches en clinique-activité qui ont des effets majeurs de transformation des individus, de formation, et puis en effet qui ont peut-être du mal des fois à se faire reconnaître dans les établissements, dans les contextes organisationnels. Eh bien, c'est à peu près la même chose. C'est une fois qu'on le voit, j'ai terminé. J'ai fini. Oui, je vais finir votre phrase. Je finis ma phrase. Une fois qu'on reconnaît, là, du coup, j'aimais beaucoup ce qui a été mentionné ce matin sur l'herméneutique. Les injustices herméneutiques. Voilà, donc le fait de pouvoir reconnaître la capacité des individus, des professionnels à agir, donc ça permet de le savoir, de le reconnaître et d'en faire quelque chose. Et ensuite, c'est comment on généralise sans l'imposer, qui est évidemment le paradoxe. Et puis, comme j'ai plus de temps, je termine là-dessus.